Se sentir un peu impuissant face à son propre travail, avoir l'impression de ne plus rien contrôler, c'est un sentiment que beaucoup de gens connaissent en fait. Une expérience super frustrante et qui porte un nom, le manque d'autonomie. Alors on va regarder ça de plus près. Cette question, j'imagine qu'elle résonne pour pas mal de monde. C'est vraiment notre point de départ. Ce sentiment d'être un peu interchangeable, de juste exécuter des tâches sans jamais pouvoir influencer les choses. Voyons ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Pour bien comprendre ce manque, il faut d'abord qu'on définisse son contraire, l'autonomie au travail. Et attention, ça ne veut pas dire faire tout ce qu'on veut, quand on veut. Non, c'est un concept bien plus structuré, et même fondamental. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, l'autonomie, c'est cette marge de manœuvre qui permet de vraiment s'approprier son travail. C'est avoir la liberté d'utiliser son intelligence, son expérience pour atteindre un objectif, au lieu de juste suivre un script à la lettre sans réfléchir. En fait, cette autonomie, elle repose sur des piliers très clairs. Ce sont toutes ces actions concrètes qui, quand on les met bout à bout, nous donnent vraiment le contrôle sur notre boulot et ce sentiment de maîtriser ce qu'on fait. Ok, mais alors, que se passe-t-il quand ces piliers commencent à s'effriter ? Comment est-ce qu'on reconnaît une situation où, justement, on est en train de perdre le contrôle ? Ces trois mots, ils sont extrêmement puissants. Réduite, contrainte, supprimée. Parce que le manque d'autonomie, ce n'est pas toujours une absence totale du jour au lendemain. Non, c'est souvent une érosion petit à petit. Un espace de liberté qui se rétrécit jour après jour, jusqu'au moment où on se sent complètement coincé. Là, le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a le dialogue, l'adaptation, la participation, et de l'autre, on a l'exécution passive de décisions qui sont imposées. C'est toute la différence entre être un acteur de son travail et être un simple exécutant. Bon, pour que tout ça soit un peu plus parlant, on va prendre une étude de cas. On va voir comment toutes ces pressions peuvent se manifester concrètement dans une organisation qui est en pleine restructuration. Alors, premier symptôme typique, les décisions qui tombent d'en haut, sans aucune consultation. Les équipes sur le terrain, celles qui connaissent la réalité de tous les jours, elles ont juste le sentiment de devoir appliquer des ordres, même si ces ordres leur paraissent complètement déconnectés de leur contexte. Deuxième point, la polyvalence, qui est subie, forcée. Quand on est sans cesse réaffecté à de nouvelles tâches sans l'avoir choisi, on perd petit à petit le contrôle sur son propre périmètre. Et le sentiment de maîtriser son sujet, son métier, eh bien il s'érode. Et puis bien sûr, il y a la bureaucratie. L'augmentation des procédures, des outils de suivi, ça peut devenir un véritable carcan. Chaque action doit être documentée, chaque méthode est standardisée, et au final, ça laisse très peu de place à l'initiative personnelle ou à la créativité pour régler un problème. Et enfin, l'instabilité. Quand les objectifs changent tout le temps, ça devient impossible de planifier quoi que ce soit, de construire sur le long terme. C'est une perte de contrôle totale sur son propre agenda, et ça génère un stress constant face à l'incertitude du lendemain. Et tout ça, évidemment, ce n'est pas sans conséquence. Parce que derrière les organigrammes et les procédures, eh bien, il y a des gens. Alors, c'est quoi le coût humain de cette perte de contrôle ? L'impact, il est vraiment lourd. Ça peut aller de la simple frustration à un désengagement complet. Les gens se sentent dépossédés de leur savoir-faire, parfois même traités comme des enfants à qui on ne fait pas confiance. C'est vraiment l'antichambre du cynisme et de l'épuisement professionnel. Et c'est là qu'on arrive au point vraiment critique. Le manque d'autonomie, ça devient particulièrement dangereux quand c'est associé à une forte charge de travail. C'est ce cocktail explosif qui mène souvent tout droit au burn-out. Et attention, ce n'est pas juste une impression, c'est un fait qui est validé par la recherche scientifique. Le modèle de Karasek, qui est une vraie référence en psychologie du travail, a théorisé ça il y a des décennies. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'avoir beaucoup de travail n'est un problème que si on n'a aucun contrôle sur la manière de le faire. Du coup, comment on devrait considérer l'autonomie ? Est-ce que c'est un bonus, une sorte de faveur que le management accorderait, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus essentiel ? Voilà, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. L'autonomie, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option. C'est une condition nécessaire pour la santé psychologique au travail. C'est un besoin humain fondamental au même titre que la sécurité physique. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'autonomie, c'est ce qui nous donne les outils pour nous protéger. Le fait de pouvoir agir face à un problème, de décider de la meilleure approche, d'organiser son temps, de proposer des améliorations, ce sont tous ces leviers qui nourrissent la motivation et qui agissent comme un véritable bouclier contre le stress. Allez, on se quitte sur cette dernière question, une question à se poser à soi-même. Au-delà du titre sur la carte de visite ou de la fiche de poste, quel est notre réel pouvoir d'action au quotidien ? C'est peut-être la question la plus importante pour évaluer la qualité de notre environnement de travail.